Pour ce premier épisode, j'ai eu envie d'interviewer Claude Magne, danseur, chorégraphe et maître zen. Nous avons enregistré l'épisode chez lui, en pleine campagne, dans le Lot, au sein d'une ancienne étable retapée en studio de danse et dojo zen. Claude fait partie des rares personnes qui ont une sagesse et une connaissance profonde, ancrée dans le corps. La conscience qu'il a du vivant et son analyse très fine de l'individu, mais aussi des dynamiques collectives, est passionnante. Je vous laisse plonger dans l'épisode. Bonjour Claude. Bonjour Claire. Je suis ravie qu'on prenne ce temps d'échange ensemble et d'avoir l'occasion de plonger encore un peu plus dans ton expérience. Tu es danseur contemporain professionnel depuis 40 ans, chorégraphe, écrivain et moine zen. Et tu enseignes la danse et la méditation depuis plusieurs décennies maintenant. Et tu as écrit aussi plus d'une quinzaine d'ouvrages, ou peut-être même 20, fiction, poésie et également des essais. Pour commencer cet épisode de podcast, je te propose qu'on parte de ton parcours, qu'on aille en Amazonie, puisque je crois que c'est un point de départ pour toi. Tu y es parti à l'âge de 20 ans et tu as notamment rencontré une tribu Jivaro, auprès de laquelle tu es resté plusieurs mois. Elle t'a initié à la danse et à la guérison et t'a permis de rencontrer ta vocation. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre qui est assez extraordinaire ? Je vois que tu es très bien informé déjà. Et oui. Oui, non, c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, j'étais un peu méfiant du monde occidental parce qu'on m'avait donné des modèles comme à chacun. Voilà ce que la vie va être. Tu vas trouver un travail, certainement fonder une famille et puis avancer comme ça jusqu'à la retraite. J'observais les vieux déjà quand j'avais 20 ans. Je regardais ce que ça avait donné toute une vie de travail ou de famille. J'étais un peu méfiant quant à ce modèle en fait. Donc je me suis dit, écoute, le moindre des choses, c'est d'aller un peu ailleurs pour voir si les autres sont d'accord avec ce modèle. Donc j'ai pris un an pour, comme beaucoup de jeunes font, je me suis toujours ravi quand les jeunes s'en vont en voyage. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti un an. Et il se trouve qu'à la fin de ce périple, sur les derniers mois, par hasard, j'ai été abandonné par des contrebandiers sur le Rio Napo. Ils m'ont abandonné après une rencontre avec des militaires. Ils ne voulaient pas que je sois témoin. Donc, comme j'avais été témoin, ils m'ont abandonné le long du Rio. Et il se trouve que c'était un village Jivaro. Ils ne m'avaient pas du tout abandonné dans la forêt. Donc, ces mauvais bougres étaient en fait des bons guides pour moi, puisque j'y serais pas allé de moi-même à cet endroit. Et là, c'est vrai que j'ai pu rencontrer un village d'Indiens Jivaro, des Achuars, qui vivaient déjà dans la transition, puisqu'il y avait à ce moment-là des Epson mobiles qui commençaient à s'installer dans le coin, sur leur territoire, pour prendre le pétrole, quoi. Ouais, donc ils étaient en pleine, on va dire, déculturation, et en même temps toujours attachés à leurs valeurs. Et là, vraiment, ça a été une claque, puisque évidemment, leur façon de vivre et de concevoir la vie, qu'est-ce que la vie, le visible, l'invisible, les relations entre hommes et femmes, c'était radicalement différent. Donc ça a fini de bien me décaper, de m'ouvrir les yeux sur le fait, non pas sur des connaissances certaines, puisque à 20 ans on ne sait rien, à 60 non plus, mais encore moins, mais au moins sur une remise en question radicale en fait du monde. Donc, est-ce que je te raconte ça un peu plus en détail ? Tu veux... Ouais, peut-être ta rencontre avec la danse. Comment est-ce que tu as été accepté finalement par cette tribu, cette communauté ? Comment ça s'est passé, ce point de jonction entre deux cultures très différentes, la tienne, en tout cas ton bagage, et puis le leur ? Qu'est-ce qui t'a interpellé plus précisément ? Avec le recul, maintenant, je me dis ça et je le dis pour si éventuellement des jeunes écoutent ce podcast. Je ne suis pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé là-bas, pour moi c'était le hasard évidemment, consciemment, mais le chaman qui était le chef du village m'a dit ah ben tu es là, je t'attendais. Alors j'ai pris ça pour bien sûr une façon d'accueillir et puis un peu de faire le chaman, comme on peut. Mais en fait je pense pas. Je pense que c'est des gens qui sont habitués à écouter les signes et qui sont aussi en relation avec des dimensions invisibles ou vibratoires que nous on ignore, puisque notre raison doit tout maîtriser et ce qui n'existe pas dans la raison n'existe pas. Donc on est un peu limité dans notre... Et là j'ai vraiment, par exemple, le premier choc avec eux, c'était une société non technologique. C'est des gens qui avaient fait le choix depuis des millénaires de vivre au contact de leurs sens
et toujours en fusion avec la nature. Et quand on dit fusion, ça ne veut pas dire confusion. Mais la fusion, c'est la capacité de se différencier tout en étant dans des registres du même. Donc de chercher ce qui, entre les êtres et moi, est le même et résonne en communauté, j'ai envie de dire. C'est pas du tout ne plus savoir où on en est et dans un état d'extase permanent. Donc je pense qu'après cette année de voyage, j'avais été préparé, en fait, à abandonner. Parce que quand on voyage tout seul avec son sac à dos en Amérique du Sud, dans les années 80, bon, j'étais confronté à la prison, à la drogue, à des situations de meurtre, de soldats qui torturaient les gens devant moi, enfin des situations assez traumatiques, mais en fin de compte, qui m'avaient dépouillé quelque part. Donc j'étais plus mené du tout par une curiosité d'aller voir ça ou d'aller voir ça de touriste, ni même par la curiosité d'un chercheur. J'étais juste mené, un peu comme Rimbaud peut-être. Hein. J'aimais bien rêver de Rimbaud, j'avais toujours les illuminations avec moi. J'étais mené par les circonstances. J'ai accepté ça pleinement. Donc ça, c'est vraiment très important, je trouve, à un moment donné dans mon parcours, mais je le vois ailleurs, de renoncer à ces certitudes, en fait. Et à 20 ans, on a déjà énormément de certitudes, même sans le savoir. Hein. Ouais, tout ce que la culture, l'éducation, la société nous transmet finalement de façon implicite en permanence. Oui, voilà, c'est inévitable. Hein. Donc, le voyage, pas l'errance, mais le vagabondage, ce qui est différent. Pour le vagabond, c'est un choix. Le vagabond, il est d'instant en instant ouvert au monde et il voit venir. Donc, j'étais vraiment dans cet état-là, je pense, au bout 10 mois de voyage, quand j'ai pris ce bateau qui m'a amené qui devait m'amener de Iquitos, dans les confins de l'Amazonie péruvienne, à je sais plus quelle ville, un peu dans la plaine. On a croisé l'armée et les contrebandiers m'ont dit tu descends là parce que tu as été témoin de la scène où ils ont échangé de l'argent, en fait. Donc bon. Et donc voilà, mais je m'en suis pas fait beaucoup. J'étais au bord de l'eau en me disant il y aura bien un bateau qui va passer un jour ou l'autre. Ouais, tu as une forme de confiance et de réceptivité, quoi, arrivé à ce point-là du voyage. D'abandon, voilà. J'étais abandonné. Je prenais les choses comme elles venaient. J'avais pris l'habitude, comme beaucoup en font l'expérience dans d'autres continents, que le temps n'était pas mesurable, que le temps était un instant qui se dilatait à l'infini. Et donc j'étais là, voilà, jusqu'à apercevoir. Ça me fait toujours rire parce que je me vois toujours dans la situation d'être au bord de la rivière, de tourner la tête vers cette épaisseur de la sylvestre, là, de la forêt amazonienne, et de croire voir à 50 mètres de là une pelouse avec un terrain de volley-ball. Alors, je vois pas. Et en même temps de me faire rire avec ça, en me disant qu'est-ce que viendrait foutre un terrain de volley-ball à cet endroit? C'est drôle. Mais quand même, ça va attirer mon attention. Et en fait, non, c'était peut-être d'ailleurs un terrain de volley-ball, j'ai jamais pu vérifier. En effet, il y avait une corde tendue sur un coin de pelouse, c'est un grand mot, disons, de végétation basse. Et donc, ça m'a attiré, j'y suis allé. Et là, en effet, tout à coup est apparu un Indien, comme dans les films. Un peu moins maquillé que dans les films, mais un Indien quand même en pagne, qui m'a fait signe de m'asseoir dans l'herbe et d'attendre. Et j'ai continué à attendre, en fait, en étant rassuré, en me disant, il y a des êtres humains à cet endroit-là, hostiles ou amis, j'en sais rien. Et il t'attendait, en fait, c'est ce qui te dit. Voilà, il n'y avait pas de surprise pour le chaman. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il m'a jaugé au premier coup d'œil, en fait, et il a dit, on va commencer ce soir. C'est-à-dire, l'initiation commençait tout de suite. Vraiment, on commence tout de suite, dès la première soir, prise d'ayahuasca, toute la nuit à faire tout un tas d'expériences, et le lendemain de me dire, écoute, tu as vécu tout ce que tu devais vivre avec cette drogue qui permet un décalage de la conscience et une ouverture, pour prendre le lexique indien, une ouverture de tous les chakras, en fait. Donc c'est ouvert, maintenant c'est la retraite solitaire et la méditation, quoi. Donc tu passes un mois seul, c'est ça, en pleine forêt? Même pas une cabane, une paillote, un peu, disons une estrade couverte de feuilles de bananier ou de je ne sais pas quoi, de 2 mètres sur 2, quoi. Donc où je vis toute la journée entouré des bêtes de la forêt. D'ailleurs, il y a un jaguar un jour qui viendra passer au ras de la cabane, qui va me sentir, et je me dis ma dernière heure est arrivée, mais non, pas du tout. Donc il venait te faire coucou, quoi. Ouais, j'étais sur son territoire, donc il venait voir qui c'était ce personnage sur son territoire qui devait sentir très mauvais pour lui, et voilà, et puis il est reparti après. Donc, incroyable. Puis les serpents qui passaient, et puis tout un tas de choses qui me faisaient peur aussi, hein, parce que tout le monde rêve de la forêt sauvage, hein, mais quand on y est jour et nuit, dans un endroit qui te dépayse complètement, tu revis en fait des terreurs enfantines, tu revis des angoisses de morcellement, Enfin, c'est très très fort, quoi. Ton mental produit beaucoup, en tout cas. Autant du côté du merveilleux que... Alors, du côté du merveilleux comme du côté du désastreux, des menaces de mort, mais et puis peu à peu, ça se régule. C'est-à-dire que tous les jours, le chaman passait pour m'amener à manger. Alors, c'est lui qui le faisait, c'est pas quelqu'un d'autre.
De temps en temps, je voyais des gens passer aussi qui me faisaient un signe, mais ils me parlaient pas. Ils avaient compris que j'étais en retraite. Il m'a amené aussi des plantes à prendre. Donc, je mangeais ces plantes et c'était des plantes qui ouvraient la conscience, disait-il. Il me disait, avec ces plantes, tu vas rentrer en communication avec les plantes, justement. Donc, alors ça, par exemple, pour un occidental, rentrer en communication avec les plantes, alors on est complètement barré. Ouais, c'est clair, tu dis, oh là là, il est complètement perché. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais jusqu'au moment où, en effet, mais quand je vais raconter ça, évidemment, on peut dire, mais c'est n'importe quoi, mais je suis désolé, mais je ne suis pas schizophrène, jusqu'au moment où des plantes se présentent. C'est-à-dire que tout à coup, tu es assis sur ta paillasse et dans l'obscurité, tu as une plante qui devient plus scintillante que les autres. Alors tu regardes ça comme un espèce de mystère, comme dans les films en fait, en disant qu'est-ce que c'est cette luminosité qui sort de cette plante. Et le lendemain tu vas voir, et puis alors tu cueilles une ou deux pétales. J'en parle au chaman qui me dit ça c'est une plante qui permet par exemple, je sais pas, d'affiner l'odorat. Ah bon, affiner l'odorat. Alors pour un occidental, affiner l'odorat, quoi bon, hein, on peut aimer le vin, on peut aimer, mais affiner l'odorat en ville, il vaut mieux pas en fait. Hein. Ouais. En ville, il vaut mieux se protéger de toute sens. Bon, alors que dans la forêt, oui. Et en effet, je prenais ces plantes et tout à coup, j'en découvrais d'autres et elles me présentaient d'autres plantes. J'ai envie de dire, c'est-à-dire les sens s'affinaient. Donc j'avais une porte d'entrée par une plante qui ouvrait tout un domaine de connaissances sensorielles en fait, qu'il fallait vérifier toujours auprès du chaman parce que ça c'est intéressant. La connaissance sensorielle se présente, tu la saisis parce que ta perception est suffisamment, on va dire, ouverte pour pouvoir le saisir, mais après pour apprendre, il faut être deux. Ouais, donc il faut que tu sois dans le miroir aussi de quelqu'un d'autre. Voilà, dans quelqu'un d'autre, tu montres ce que tu as trouvé. Et quelqu'un d'autre te dit ça, utile pour ça, utile pour ça, utile pour ça. Mais en sachant que lui-même est limité dans un certain périple, on va dire, dans le monde vivant, il voit pas tout. Et d'ailleurs, les chamans, c'est magnifique, ils disent par exemple que l'esprit ne donne pas les mêmes pouvoirs à chaque chaman. Ce qui fait qu'on a besoin des autres. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'un chaman va, par exemple, guérir les douleurs articulaires et il va pas guérir les douleurs cardiaques ou les problèmes cardiaques. Donc, il va falloir aller voir un autre chaman complémentaire qui guérira les problèmes cardiaques. Et ce qui fait que même s'il y a rivalité entre les chamans dans les tribus pour avoir du pouvoir, par exemple pour les armes, hein, puisque les armes, la ciguë, etc., la fabrication de la ciguë pour anesthésier les animaux, etc., ou même les armes pour attaquer les rivaux, ils sont en concurrence et en même temps, tout en étant en concurrence, ils sont complémentaires. Donc il y a vraiment un aspect de groupe, quoi, en fait, de cohésion qui se joue là. Il y a la cohésion dans la différenciation, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau du rapport au vivant et il y a le niveau du rapport social. Dans le rapport social, ils sont en concurrence pour les terrains de chasse, pour la reproduction, c'est-à-dire comment... Alors ils disent pas les gènes, mais en fait ils doivent trouver des époux et des épouses dans d'autres tribus. Donc il y a concurrence sur les territoires de chasse, il y a concurrence sur l'armement, il y a une émulation compétitive, on va dire. Ça c'est le niveau social. Mais sur un niveau profond de vitalité, tout le monde a sa place, tout le monde est utile, donc ils vont s'entraider, par exemple pour les médicaments. Justement pour les soins. Alors ça, c'était très surprenant pour moi, parce que nous, c'est concurrence généralisée. Eux, ils différencient le monde social avec la concurrence de ce monde social, cette émulation, mais qui est aussi porteuse de... On dort pas, quoi. On dort pas. Et notre voisin nous rappelle à tout instant qu'on ne dort pas, toi. Il y a concurrence. Mais par contre, sur les choses importantes, ils vont s'entraider. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ne se tuent pas. Quand ils se battent entre eux, ils ne se tuent pas. C'est une catastrophe pour les communautés lorsqu'il y a un mort. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de rééquilibrage qui est permis par le vivant, qui vient un peu rééquilibrer. Le vivant est la valeur première. Le social n'a pas de sens s'il ne s'appuie pas sur le vivant, s'il ne sert pas le vivant. Donc le social est comme... comment dire, c'est assez fou. C'est comme si Homo sapiens ne peut pas s'empêcher d'être dans des luttes sociales avec un besoin très fort de différenciation culturelle. On a toujours besoin de se différencier de l'autre. Donc c'est inscrit dans l'être humain. On ne peut pas faire autrement. On le subit quelquefois. Mais tout ça, c'est au service du vivant. Donc on ne va pas sacrifier le vivant pour le social. Mais on doit tenir compte de cette dimension sociale. Et ça, c'était un énorme apprentissage. Ouais, c'est très intéressant et je rebondis, je pensais l'aborder un peu plus tard dans l'interview, mais maintenant que ça vient, je le prends. Dans le stage que j'ai fait avec toi cette semaine, il y a quelque chose qui m'a interpellée et que tu nous as fait travailler aussi sur l'articulation de l'individu et du groupe. Comment est-ce que chaque individu conserve sa singularité, la déploie, mais peut aussi s'intégrer dans un groupe. Et la difficulté que nous, on a dans notre monde occidental avec nos sociétés, à pouvoir faire groupe ou refaire groupe.
définitivement, on n'est pas séparés. Nous ne sommes pas des individus. L'individu, c'est un concept. Mais indivis, indivis ou divisé, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes différents et plus on va différencier, plus on va avoir accès à la finesse. Mais nous ne sommes pas séparés, donc c'est-à-dire que nous sommes toujours dans un rapport plus ou moins amoureux ou méfiant du même et du différent. Quand on va bien, quand on est en bonne santé, j'ai envie de dire, en bonne santé psychique, on aime le différent. Parce qu'on s'ouvre au différent, on ne rêve tous que d'être ailleurs à une autre époque. Hein. On rêve tous de la différence, mais on l'accepte mal selon nos peurs, en fait. C'est-à-dire selon un sentiment de fragilité ou d'insécurité. Donc si on va bien, apprendre, c'est aller bien, en fait. Hein. Pouvoir apprendre, avoir cette liberté d'apprendre, c'est que ça va bien, une bonne santé. Donc c'est toujours un jeu du même et du différent. On ne peut pas reconnaître ce qui est trop différent. Ce qui échappe à notre, on ne peut que s'approcher des choses qui ont du même avec ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que on s'ouvre jamais à l'inconnu. C'est impossible pour nous. Par exemple, là, de façon très concrète, il y a des modes musicaux qu'on n'a jamais entendus. Eh bien, on ne les entendra pas. On sait aujourd'hui en neurosciences que la perception, par exemple la perception sensuelle ou même visuelle, elle dépend des représentations mentales qu'on a pu construire. Si par exemple on ne nous a jamais parlé de quelque chose, on ne le voit tout simplement pas. Ouais, c'est fou comment finalement la culture vient même s'immiscer dans le langage. Le langage. Il crée des représentations. On donne souvent l'exemple des Inuits qui ont 50 mots pour dire neige. Nous, on voit de la neige. Donc il faudra qu'on soit éduqués, c'est-à-dire qu'on nous nomme les 50 nuances de neige pour les voir. Ça marche comme ça. Ça veut dire que on ne peut faire une expérience nouvelle que parce que dans cette expérience nouvelle, il y a du semblable à ce qu'on connaît déjà. Et donc, c'est comme ça, notre zone, on va dire, à la fois de reconnaissance et d'incertitude grandit. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça marche. Et donc, la question du groupe, elle est celle-là. Elle est que si on ne peut pas faire autrement, nous, étant éduqués dans l'égocentrisme, que d'être la référence. C'est-à-dire qu'on est tous tolérants dans la mesure où ça correspond à notre référence. Mais un comportement qui est trop différent de ce qu'on a pu intégrer, alors là, c'est déjà, ça nous fait monter du dégoût, de la haine, de la méfiance. Enfin. Donc, si on part du principe que toutes les formes vivantes qu'on peut reconnaître sont déjà une partie de nous, alors on est non seulement intéressé, mais curieux et ouvert au groupe. On fait partie du groupe. Ça, c'est une dimension intéressante. C'est par exemple, pour revenir au Jivaro, dans la forêt, la forêt, ils font partie de la forêt. C'est pas des hommes qui vivent dans la forêt. C'est qu'il y a une forêt dans laquelle des formes apparemment pour nous occidentaux humaines sont présentes. Ça demande ça aussi une très bonne connaissance de soi. Connaissance de soi et connaissance du monde autour, en fait, d'avoir contacté cette forme de non-séparation. Parce que sinon, tu restes dans quelque chose de très binaire, tu vois. Pour pouvoir accepter et reconnaître la différence comme une partie de soi, il faut aussi se connaître soi. Si tu restes à quelque chose de très simple, ça t'apparaît comme très, très étranger. Oui. Oui, mais si tu finis avec le bon mot, le mot étranger. C'est notre vieille histoire depuis le néolithique avec la question des frontières, d'avoir posé des frontières, d'avoir posé un terrain clos. Hein. Le terrain clos, c'était la clairière dans la forêt, en fait. On construit des clairières, c'est-à-dire on élague les arbres, on chasse le vivant, le sauvage, pour privilégier un mode de sélection végétale, par exemple, qui est chez nous. Et on pose des frontières. Et à partir de là, on défend ces frontières. Et donc, on crée artificiellement des séparations qu'on défend bec et ongle. Les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas cette question-là. Hein. Les chasseurs-cueilleurs faisaient eux-mêmes partie d'un territoire vaste dans lequel on savait qu'on avait besoin de différents règnes animaux et végétaux pour produire ce dont nous, tels que nous étions, avions besoin. Donc nous, on a posé la question des frontières qui sont devenues, comme on sait, de plus en plus hermétiques et dans tous les domaines, y compris entre l'autre et moi. Ouais, c'est ce qu'on voit beaucoup au niveau politique à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, c'est notre représentation culturelle qui s'érige en idéologie et qui s'érige en vérité, mais qui est complètement remise en cause dans chaque expérience du quotidien. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en train je suis pas en train de te parler, je suis en train d'entendre les mots que tu ne prononces pas et qui appellent le discours qui me vient. Ouais. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire m'échappe complètement, en fait, et correspond à la dynamique qu'il y a entre nous. Mais quelle dynamique ? Incapable de le dire. C'est une dynamique relationnelle, donc c'est complètement mystérieux. Et puis peut-être que déjà, on est en train d'intégrer des auditeurs qui ne sont pas encore là,
et qui, lorsqu'ils vont entendre, eux-mêmes penseront à des gens de leur entourage. Enfin, on est en train d'activer, on va dire, une énergie en fait qui nous dépasse complètement, qui est sans frontières. Ouais. Pour revenir à ton parcours, en étant dans cette tribu, tu rencontres aussi la danse. Comment est-ce que ça s'impose à toi et qu'est-ce que tu en fais ensuite ? La danse comme principe universel, c'est-à-dire tout est en mouvement et tout s'interpénètre, tout interagit. C'est dans ce principe-là. C'est dans la forêt amazonienne, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'il n'y a pas de saison. On est sur l'équateur, aucune saison. Donc l'année, tous les jours de l'année sont identiques. Ce qui génère de l'ennui chez les gens. Tout est le soleil se lève et se couche strictement à la même heure. Les végétaux poussent sans arrêt. Donc le rythme, il faut les chercher ailleurs. Et observer le changement dans la continuité. Alors qu'est-ce qui est continu ? Qu'est-ce qui change ? Eh bien, tout. En permanence, tout. Et la danse, il y a cette question de la stabilité et du changement permanent. Qu'est-ce qui demeure stable, qui est intemporel ? Sur ce qu'appelle moi les supports, comme la terre, par exemple, qui ne va pas se dérober, jamais, jamais. Le support, c'est la terre, le support, c'est le temps, par exemple. Et le support, c'est la présence, parce que le jour où elle se dérobe, eh ben, on dit qu'on est mort. Hein. Bon, il n'y a plus la conscience. Alors, voilà. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qui est mis en mouvement sur ce support ? Et sur lequel on s'appuie. On va s'appuyer, je ne sais pas moi, sur une inspiration poétique, sur une musique, sur les autres partenaires, sur un motif de mouvement. Ça, c'est la danse. Donc, ce que je découvre, moi, que j'appelle, moi, la danse, c'est en fait la notion de voyage. Voyage dans l'espace-temps et voyage intérieur, voyage dans l'imaginaire, voyage dans les représentations, voyage dans les relations. Ça, c'est une première expérience de ce que je nomme danse à ce moment-là. Alors c'est un jour, on est en train de tourner à la pleine lune autour de la place du village, et donc pendant 3 jours, on tourne jour et nuit. Hein, on tourne jour et nuit, donc est-ce qu'on danse ? On déambule, mais on déambule plus tellement droit. Donc, comme je disais, danse, tinjan, aller de ci, de là en zigzag. Hein. Donc, en effet, c'est la démarche de l'homme ivre aussi. Hein. On est dans cette ivresse où le chaman nettoie les conflits de la tribu à ce moment-là. Donc moi je suis pris comme ça pendant des jours et des nuits, même si j'ai une bonne endurance, c'est quand même je ne sais pas où, hein, je suis quelque part dans le cosmos. Donc c'est plus la raison qui domine, c'est plus la maîtrise c'est le corps qui est là. Donc voyager à travers ces dimensions que j'ai nommées, et puis donc à travers le corps. Et quand je dis le corps, c'est pas les muscles et les os seulement, pour moi qui sont aussi des zones de conscience, comme je le vois maintenant dans le yoga, etc. Chaque partie du corps, en fait, le corps est une antenne et chaque partie du corps est une zone de réceptivité d'information. Et quand je dis ça, c'est une science connue des sociétés non technologiques. Je te raconterai après comment les Jivaros partent à la chasse la nuit, hein, qui pour nous est aberrant, mais ils chassent la nuit. Donc bon. Et le corps, c'est donc tout cet ensemble de systèmes complexes qui font de nous une énorme antenne sur le cosmos. Donc ça, c'est la danse, comment on peut ouvrir l'être dans toutes ses dimensions, en voyant qu'on a beaucoup à éduquer, hein, puisque dans notre société, des dimensions, on va dire, de la corporité n'est pas éduquée. Hein. On est dans les 5 sens, et puis après, le corps, on s'occupe du corps pour sa beauté d'abord, pour sa santé et pour son efficacité. Bon, c'est pour ça que les vieux, par exemple, en vieillissant, on devient une antenne extrêmement fine si on l'éduque, ou bien on est plus beau, on est en mauvaise santé, on est plutôt efficace. Autrement dit, un déchet, quoi. On devient un déchet. Donc, c'est un choix de vie. Ouais, tout dépend de ce qu'on a cultivé, effectivement. Tu récoltes un peu ce que tu as semé tout au long de ta vie. Ah bah oui, tu récoltes. Ouais, bien sûr, il y a les conséquences. Hein, ce que tu as semé fructifie, quel que soit ce que tu as semé. Hein, ça, c'est formidable. Donc, la danse, alors, m'apparaît dans ces dimensions du corps antenne, on va dire, et du corps comme... à la fois réceptif et émetteur du monde. Il y a ce vertige de la forêt. Cette forêt, donc rien ne bouge. En même temps, la vie est tellement intense là-dedans qu'il y a un énorme vertige. C'est-à-dire, nous, on voit nos villes, comment elles se normalisent, comment elles s'appauvrissent en stimulation. On est dans un vacarme non différencié, dans un grondement, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout à fait barbare, nos villes. Hein. Cette mode de vie, comment ça vient aliéner et on va dire... enfermer l'être humain dans un bruit continu qui n'a aucun sens, quoi, qui est une pollution en effet. Oui, c'est une pollution. Alors que là, il y a une diversité et les gens de la tribu connaissent selon les cris des animaux, les bruissements des feuilles, ils savent ceux qui se rapprochent, ceux qui s'éloignent, amis, voire ennemis, dangereux en tout cas. C'est jamais ennemi, c'est dangereux. Hein. Prédateur, prédation.
Donc ça, c'est un deuxième aspect, la danse, c'est-à-dire lorsque la raison ne domine plus, que la corporité s'ouvre, alors on est sensible à des dimensions qui d'ordinaire nous sont amputées, j'ai envie de dire. Donc ça m'apparaît comme danse. Ton voyage en Amazonie, ça t'a ouvert sur ça et après tu as construit ton parcours pour aller chercher, rééduquer toutes ces dimensions-là. Dans notre société, effectivement, c'est très très peu éduqué. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup en haut, quoi. Donc comment tu descends, en fait? Voilà. Alors ça a été la question du voyage, la question du corps antenne, et donc que le mouvement, en fait, le mouvement n'est que la conséquence d'un certain positionnement de l'antenne, on va dire, d'activation des différents systèmes. J'ai identifié ça comme danse et j'ai dit, bon, j'avais très envie d'apprendre, j'étais très curieux d'apprendre. Et donc, je dis, je rentre en Europe pour apprendre ça, pour apprendre la danse. Et puis, quand j'arrive en Europe, on me dit, tu veux danser? Ben, il y a des cours de danse. Alors, j'ai pris des cours de modern jazz, de classique, de danse contemporaine. Et je me disais, mais en fait, je m'en fous. Parce qu'on m'a dit, il faut que tu apprennes à être danseur pour faire du spectacle. La danse, c'est le spectacle. Alors moi j'étais là, pourquoi pas, mais en même temps c'est pas ça. Moi je veux rencontrer des gens qui ont cette connaissance que j'ai entrouverte. Et donc ça, à la fois j'ai accepté. L'occasion de rencontrer les gens qui avaient une connaissance entrouverte, c'était des chorégraphes en fait. Parce que les chorégraphes, en effet, développaient, à chacun à leur manière, une façon d'être en rapport subtil avec le monde et d'affiner leurs outils. Donc j'étais très, très, très avide de trouver des outils, et puis de faire des expériences aussi, d'aller dans les mondes des chorégraphes. En conséquence, on fabriquait aussi des spectacles, et en conséquence, j'allais aussi sur scène. J'ai fait une dizaine comme ça j'étais danseur avec une dizaine de chorégraphes différents, et puis j'étais en manque que leur forme ne me satisfaisait pas, que je devais moi-même, avec les bases d'outils que j'avais, commencer à fabriquer, à chercher mes propres chemins, et en même temps et continuer d'autres pratiques. Donc là, c'est ouvert le zen, la dimension du bouddhisme zen, c'est-à-dire la méditation. Mettre en silence totalement le mental pour laisser le corps dans la dimension vibratoire et essayer de percevoir cette vibration. C'est un peu comme les astronomes qui regardent le cosmos la nuit, et qui cherchent est-ce qu'ils arrivent dans ce noir ou dans dans ce chaos, dans cet infini, à repérer des choses qui se passent. Alors j'avais besoin de ça. Et toujours l'expression poétique. Alors l'expression poétique, c'est-à-dire que le langage est certes pratique pour échanger des informations concrètes, mais il est surtout créateur de représentation. Donc si on associe les mots entre eux, parce que la langue française c'est quand même une langue très pauvre, comme tu le sais, le français c'est du latin, mais c'est pas du latin sacré, c'est la partie administrative du latin qu'ont ramené les Romains. Pour administrer la Gaule, ils nous ont appris, donc c'est une langue très binaire, oui, non, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une langue de juriste. C'est vrai, c'est pas vrai. On va pas rentrer dans les détails, parce que si on rentre dans les détails, le vrai et le faux... Alors donc c'est une langue très pauvre. J'ai commencé à apprendre davantage, même si je suis loin du compte, le chinois, là, le sanskrit, c'est-à-dire des langues qui ont dans leur parler, dans leur consonance et dans leur sens, qui sont polysémiques, qui nous ouvrent des univers. Et pour moi, la poésie, c'est ça, c'est qu'on fait se frotter les univers sémantiques pour rentrer dans l'interstice. Je ne sais plus qui disait l'absolu est l'ami des interstices. On rentre dans les interstices du sens et on commence à percevoir, comme tu as entendu, le millefeuille. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de sensualité et surtout, quelle richesse. Mais quelle richesse. Ça, on rentre dans une beaucoup plus grande finesse. Voilà. C'est un autre univers, d'autres univers. C'est ça. Complètement. Après, une question que je voulais te poser aussi, tu nous disais qu'on a tendance à être coupé de nos jambes. Ça fait quoi en fait d'être coupé de ses jambes? Qu'est-ce que nos jambes, elles nous permettent? De quoi est-ce qu'elles sont aussi le symbole à un autre niveau? Oui, on s'est construit une représentation de l'être humain hiérarchisée et étagée, pour pas dire étatique, où les fonctions les plus nobles et les plus valorisées sont en haut et les fonctions les plus basses sont en bas. Et on en est arrivé à être bête comme ses pieds. Bête comme ses pieds, maintenant, pour les sociétés amazoniennes, je vais te raconter une initiation que j'ai vécue pour te dire à quel point, le pied est l'endroit de contact avec... c'est la prise de courant, si tu veux. C'est l'endroit de contact avec le monde sensible. Et invisible et visible, du passé, du présent et du futur. Donc c'est énorme. Et quand on dit ça, on dit « Ah, quel doux poète !» Mais pour les Indiens, c'est une réalité qui les nourrit au quotidien. Et je pourrais parler des chasseurs qui rêvent après.
Donc nous, on a perdu ça. Hein. Il y avait une initiation, à un moment donné, ça faisait un bon mois que j'étais là, après une retraite, les Indiens m'ont dit, on va voir si tu es intégré à la tribu maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'emmener à 8 heures de marche d'ici, et tu devras rentrer tout seul. Ah, ok. Et donc, je suis parti avec 2 Indiens qui m'ont devancé, et on a marché 8 heures. Donc, on est parti extrêmement tôt le matin, il faisait nuit, et je suppose que vers midi, si ça existe là-bas, on est arrivé au zénith, on va dire, dans un endroit, donc je ne me souvenais de rien. Hein. Et ils m'ont dit, bon, maintenant, tu rentres, on te suit, comme ça, si jamais il y a un danger, on va le percevoir quand même, c'était sympa. Mais ils m'ont dit, écoute, fais confiance à tes pieds, les pieds connaissent le chemin. Voilà, incroyable. Alors moi, j'ai rigolé, j'ai dit, c'est bon, mais ça me rassure que vous soyez avec moi, parce que dans 8 ans, je tourne encore. C'est un peu rassurant quand même. Voilà, et donc j'ai marché une 12aine d'heures à peu près, et je suis arrivé à la tribu. Alors comment ça s'est passé ? Je parlerai de l'arrivée après, mais dans le voyage, c'est que les premiers temps, bien sûr, j'ai vaguement, pendant un quart d'heure, essayé de repérer un gros arbre, parce que j'étais au courant de la règle du jeu. Un gros arbre, un mamelon, une rivière, mais quand même au bout d'un moment j'étais perdu, totalement tu finis perdu. par perdre le compte, quoi. Voilà, et puis en marchant, le corps parce que le cerveau, on est quand même dans des cerveaux de bipèdes, donc comme tous les randonneurs le savent, le cerveau frontal a lâché. Je me suis accordé dans la marche et j'ai vu mon attention baisser dans mes pieds, parce que aussi je faisais attention à mes pieds. Est-ce qu'il y a des serpents, est-ce qu'il y a des bêtes ? Je faisais attention quand même où je marchais, donc mes pieds devenaient la partie la plus importante de mon être, et j'ai suivi mes pieds. À tel point qu'à un moment donné, je m'en foutais complètement. J'avais quand même une gourde, et ça, je commençais à avoir faim, mais ça aussi, je laissais tomber. Donc, je marchais, et j'ai en effet laissé faire mes pieds. Et mes pieds connaissaient la tribu, c'est-à-dire qu'il y avait une mémoire dans les pieds, du chemin. Voilà. D'habitude, on raconte pour les chiens qui ont retrouvé leur maître. Et moi, je ne sais pas comment ils font eux, mais moi, je ne sais pas non plus comment j'ai fait, sinon que j'ai suivi mes pieds. Donc, j'ai pu reconnaître que les pieds étaient la partie la plus intime avec le monde, parce qu'ils n'ont jamais quitté le monde. Et quand je suis rentré à la tribu, en fait, les gens m'attendaient, il y avait un repas, ils m'ont fait une fête, c'est formidable, et tout ça. Et moi, bien sûr, c'était énorme, ça me suit toujours, ça. Et dans les stages de danse, la première chose que je fais avec les gens, c'est qu'ils puissent reconnaître, parce qu'avant de faire l'expérience, il y a à reconnaître, toujours cette question de représentation, que oui, ils posent pas leurs pieds au sol, ou bien que les pieds, ils sont des plantes en pot, c'est-à-dire que ils ne ressentent, ils ont un vide entre le ventre, peut-être des fois le sexe, des fois même c'est plus haut, hein, qu'on est coupé, et le sol, qui est justement notre support. D'où vient l'information ? L'information, elle vient du sol, du ciel, et de l'échange entre le ciel et la terre. Qu'en se remettant dans ses pieds, c'est pas au niveau de la sensation physique de ses pieds, hein, c'est au niveau de l'interpénétration du ciel et de la terre se produit à travers nos pieds. Pas seulement, aussi à travers le sommet du crâne, le sommet des épaules, ce qu'ont reconnu et travaille la médecine chinoise, par exemple. Hein. Mais nous, on l'a oublié tout ça. Et voilà qu'on est à nouveau dans le corps antenne. C'est-à-dire, ce qui justifie le corps humain, ce n'est pas seulement la fonctionnalité. Par exemple, je sais pas, avoir des jambes longues pour courir plus vite. L'adaptabilité, l'adaptation telle que le décrit Darwin, c'est sûrement juste, mais c'est une dimension, c'est une façon d'expliquer. Mais pour les Indiens, si on a un foie comme ça, un cœur comme ça, parce que ça rentre dans les organes, c'est parce que ces organes-là ont certes une fonctionnalité, la nature est bien faite, complexe, une fonctionnalité, on va dire, pour l'organisme humain, tel que nous on l'isole, mais a aussi une fonctionnalité dans son rapport à l'environnement. Donc, par exemple, pour dire la référence entre la danse et les forêts et les Amazoniens, les Jivaros. Les Jivaros vont chasser la nuit. Ils voient rien. Ils n'ont pas des phares de 1000 watts, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écoutent leurs organes. Et ils me disent, par exemple, que le foie, l'intensité de la sensation du foie va leur dire c'est tel animal proie ou prédateur qui est à telle distance. Ah, c'est impressionnant. Donc, ils se préparent. Ils vont pas chasser un singe à 30 mètres de haut ou un anaconda ou un puma à 10 mètres de la même manière. Et donc, ils savent si c'est proie prédateur et quel type de proie, par exemple, parce qu'ils ont la mémoire du goût. Donc, par exemple, pour les singes, ils arrivent à discerner les singes en écoutant leurs papilles gustatives. Et ils disent « Ah, mais c'est plutôt tel type de singe », parce qu'ils sont toujours branchés sur cette mémoire. Donc, ça veut dire le corps, il est mémoire, il est antenne. Ça, je suppose que c'est éduqué aussi chez eux, parce que arriver à... Il doit y avoir une confiance énorme, parce que là, on est sur des enjeux de survie. Oui, de survie, tout à fait. Donc, ça demande une confiance énorme dans ses perceptions, quoi. Alors ça, c'est le premier niveau, être un bon chasseur. C'est le premier niveau du chasseur, c'est celui qui fait ça.
En effet, ça demande une éducation très forte. Et donc, ils sont éduqués depuis tout petit à ça. Hein. Et c'est quoi l'autre niveau? L'autre niveau, c'est un niveau qui, pour nous, est complètement fou, mais je l'ai vu en œuvre. C'est-à-dire qu'en effet, les chasseurs chassent pour la survie du groupe, pas pour se faire plaisir le dimanche et boire des bières ensemble. Ça veut dire qu'ils ont une responsabilité énorme. Donc, un bon chasseur, c'est quoi? C'est le plus souvent un homme, parce que c'est eux qui sont éduqués comme ça, mais on reviendra après sur la relation homme-femme, qui n'a rien à voir avec nous, parce que les hommes ne sont pas seulement des hommes et les femmes seulement des femmes. Là, la question du genre, on pourrait y revenir. Le bon chasseur, il rêve. C'est-à-dire, la nuit, il fait le rêve. C'est symbolique que, par exemple, il y a 3 okapis à une distance de 4 heures dans la direction du sud-ouest, face à une rivière. Il fait ce rêve. C'est-à-dire que des animaux donnent rendez-vous aux humains à cet endroit-là, à telle heure, pour accepter d'être chassés, donc d'être sacrifiés. Donc le grand esprit génère tout ça, permet aux hommes et aux animaux de vivre ensemble. C'est-à-dire d'harmoniser la forêt. Hein. En temps voulu, les hommes eux-mêmes seront abandonnés dans la forêt aux prédateurs parce qu'il faut bien que tout ça tourne. Hein. Donc ça nous fait une conception de la mort très différente. Donc il rêve. Le lendemain matin, il se réveille, il dit à ses compagnons « J'ai rêvé qu'eux ». Et comme c'est un grand chasseur qui a de la vision et qui est inspiré par le divin, donc par cette dimension support, dit à ses copains « On y va ». Alors il dérange tous ses copains. Donc il a intérêt à avoir une bonne information, parce que les mecs, la prochaine fois, ils vont dire « Écoute, 8 heures de marche, c'est bien joli, mais… Hein. » Mais comme c'est, par exemple, admettons, 8 heures de marche, la viande ne se conserve pas dans la forêt. Donc tu as 2 solutions. Ou d'utiliser la ciguë qui anesthésie les animaux que tu ramènes vivants au village. Donc c'est une première solution qui est très employée. Ou bien, on n'a pas pu faire autrement, l'animal a été tué. Donc, la famille, on va dire, ou des cuisinières du village, ou cuisiniers d'ailleurs, décident, eux, de faire 4 heures de marche pour venir à ta rencontre. Quand tu arrives avec le gibier, ils ont installé des feux et tout ça pour tout de suite faire cuire le gibier. Finalement, le chasseur, il part à la chasse, ça concerne 20 personnes. Ah, donc t'as quand même pas vraiment intérêt à te louper, quoi. Donc c'est parti d'un rêve. Donc un bon chasseur, c'est pas quelqu'un qui tue l'animal, ça c'est disons l'acte final, et encore faut-il le faire bien, et ensuite faire les contre-dons, sacrifice en contre-don pour faire tourner la vie, en fait, que tout ça ce soit un cercle dans lequel on s'inscrit. L'animal se présente à l'homme, donc on ne le chasse pas, il se présente en offrande, à laquelle on répond, et auquel on donnera son propre corps à un moment donné aussi. Et quand tu dis ça, c'est-à-dire que quoi concrètement, il y a des humains qui se sacrifient après? Ben, il y a des humains qui, une fois vieux, par exemple, décident de partir seuls dans la forêt, de se laisser, pour nous, mourir, mais de se laisser, disperser dans la forêt. Ils choisissent plus ou moins leur mort, quoi. Ils consentent à la transformation, mais parce que cette transformation, elle est déjà inhérente depuis le premier âge, et surtout, très important pour nous, dimension qu'on a perdue, il y a une dimension visible dans la dimension, baignée dans la dimension invisible. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu n'es jamais seul. À tout moment, tes paroles, tes actes, même tes pensées, sont sous le regard, sous l'écoute, certaines fois l'appréciation, le conseil des invisibles. Alors, invisibles de toutes sortes, de toutes formes, avec lesquels tu rentres en relation. C'est pour ça qu'il y a ces animaux chamans et tout ça, ces animaux, comment on appelle ça, des totems, etc. C'est-à-dire que la manifestation visible que nous sommes là, elle est visible pour nous, êtres humains, réglés dans une certaine fréquence, différente, par exemple pour le jaguar qui a sa propre fréquence, mais qui en partage avec les humains, et qui donc se fait voir ou se cache selon qu'il veut partager, et réciproquement. Hein, les hommes savent se rendre invisibles aux animaux. Donc, il y a toutes des zones de dialogue comme ça, entre visible et invisible, et en présence de tous les temps, c'est-à-dire en présence des ancêtres humains et animaux, des ancêtres premiers qui étaient les deux, des animaux qui sont devenus humains, des humains qui sont devenus animaux, c'est-à-dire tout ça est beaucoup plus fluent. Aller dans la forêt pour s'y transformer, ça n'est pas un acte de sacrifice d'ego. Hein, ouais, ça n'a jamais existé dans ce sens. Et ne pas exister en tant qu'ego, c'est une sacrée réassurance. Hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille. Ah, très tranquille. C'est très tranquille, mais bon, pour arriver là... Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort possible. Il y a juste de la transformation. Et ça, c'est très libérateur pour les gens. Et pour nous, dans nos sociétés occidentales, pour beaucoup de gens, c'est pas notre conception. On a une conception d'un individu séparé, qui naît et qui meurt. Et donc, on est quand même très, très attaché à maintenir ça.
Tout à fait. Avec une forme de crispation permanente et quand même pas du tout les mêmes représentations. Mais je me disais, pour les gens aussi qui vont écouter ce podcast-là, on peut se dire, les gens qui vivent dans l'Amazonie, c'est leur représentation, finalement, c'est leur façon de vivre, c'est totalement différent, voire étranger, c'est eux. Pourtant, nous, on partage avec eux cette même humanité. C'est surtout eux qui partagent avec nous. C'est-à-dire que eux, par exemple, c'est pour ça qu'ils m'ont accueilli. C'est qu'ils pensent que la présence des Blancs et de leur culture est nécessaire au développement du vivant. Et oui, et ça change tout. C'est-à-dire que en discutant avec eux, ils disaient « les Blancs nous permettent de nous remémorer ». Et comme ils disaient, de récapituler. Et ils faisaient référence à l'Inca, qui au XIIe siècle, XIVe siècle, a été décapité. C'est-à-dire quand les Espagnols... Cortés et tout ça ont chopé l'Inca, ils l'ont tué, mais ils ne se sont pas contentés de le tuer, ils ont aussi séparé la tête et le corps, c'est-à-dire qu'ils l'ont décapité. Décapité, ça voulait dire couper la conscience de la culture indigène, dépecer. C'est très très fort. C'est très très fort. Et les Indiens l'ont accepté, ils l'avaient vu avant, ils le savaient. Ils savaient que pour continuer à évoluer, ils allaient devoir s'ouvrir au monde et non pas rester dans leur forêt ou dans leur montagne. Ils devaient s'ouvrir au monde pour faire un pas de conscience supplémentaire, que ça faisait partie de l'histoire de cette terre. Donc tu vois, ça va très loin. Donc les Espagnols étaient, on va dire, les outils, les instruments de cette séparation, éclatement de leur culture. Mais la science qui allait se développer en Occident allait permettre plus tard, de récapituler les savoirs comme étant nécessaires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques occidentaux, avec leurs méthodes scientifiques, qui travaillent avec les guérisseurs indigènes, qui connaissent les secrets des plantes ou certaines parties animales, et qui travaillent avec ces chercheurs. Donc, ils reconnaissent à nouveau les savoirs indigènes, qui se réintègrent au profit des êtres humains, mais au profit, j'espère, de la planète. C'est-à-dire, tout ça circule, et eux, ils le savent. Et ils m'en parlaient comme ça. C'est pour ça, par exemple, ils luttaient contre ExxonMobil, parce qu'ils leur prenaient leur territoire, et avec des fusils, c'est-à-dire qu'ils tuent carrément les indigènes qui les emmerdaient. Mais à aucun moment, ils disaient c'est dangereux, ce sont des criminels. Ils n'étaient pas en colère. Ils disaient ce sont des étapes nécessaires et douloureuses pour tout le monde, mais qui vont permettre de grandir. Et d'ailleurs, on le voit quand on voit des chefs indigènes venir raconter ce qu'ils vivent, la déforestation et tout ça, ils sont jamais dans la colère. Oui, c'est vrai. Et voilà, parce qu'ils ont une vision de ce qu'est l'humain et la Terre beaucoup plus holistique, beaucoup plus large, dans le temps et dans l'espace que nous. Ça, c'est impressionnant, je trouve. Moi, j'ai été très peu en contact, voire même pas du tout avec ces peuples, mais en t'écoutant, je me disais que nous, on est constamment en colère. Et puis au niveau politique, on le voit. On a des partis maintenant extrêmes qui sont très présents et qui jouent énormément sur le registre de la colère, voire de la haine. On n'est pas du tout dans cette compréhension-là d'un tout. On n'est pas là-dedans, c'est un fait. Je repense aux Védas, parce que dans les Védas indiens, donc ça a été commencé à être écrit 8000 ans avant Jésus-Christ, mais ça a existé depuis des milliers d'années. Il était conçu qu'on traversait des ères cosmiques. Et que là, on était dans l'ère, dans le Kali Yuga, l'ère de la dégénérescence, l'ère de l'ignorance, du triomphe de l'ignorance. Mais c'est vécu comme, alors c'est prévu, on est dedans, ça fait pas, mais le passage par l'ignorance et aller au bout de l'ignorance, des séparations, du racisme, des limitations, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, fait partie de l'apprentissage. Fait partie de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, en effet, on peut soit accentuer encore l'ignorance, sans doute en a-t-on encore besoin, en renforçant encore les séparations, les schismes, comme ça, l'illusion que tout est cloisonné et qu'il faut défendre des territoires, ou bien, et c'est peut-être ce qu'on est quand même aussi en train de vivre, et c'est peut-être même pour ça qu'on parle ensemble, et tout ton intérêt pour parler avec des gens aujourd'hui, toi et d'autres, commence à se partager une vision plus globale, plus holistique, ou même le mal à sa place. Alors, tu connais l'histoire de l'arbre du bien et du mal, c'est une histoire fabuleuse. C'est une tribu traversait le désert et tout le monde mourait de faim, ils allaient bien sûr disparaître, et ils voient un arbre gigantesque. Donc ils s'approchent de cet arbre, et cet arbre est couvert de fruits. Alors tout le monde veut se précipiter pour manger les fruits, et là, juste avant, un vieil homme qui vit au pied de l'arbre, il y a toujours un vieil homme, parce que la transmission, encore une fois, toujours, il faut être deux. Pour apprendre, il faut apprendre de quelqu'un. Leur dit, ne touchez pas à cet arbre. Alors ils sont là, mais non, on va mourir, c'est pas possible. Il dit non, parce que c'est l'arbre du bien et du mal, donc la moitié des fruits de l'arbre sont bons, l'autre moitié vous tue sur l'instant, sont vénéneux. Mais qui peut savoir quelle moitié ?
Alors, les voilà, bien sûr qu'il reste un moment comme ça à discuter. Il n'est pas question qu'on s'expose à la mort, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, un vieux bonhomme dit, écoutez, moi, je vais me sacrifier. Je vais manger un fruit et si je meurs, eh ben, c'est pas bien grave. Donc, merci pour votre bon cœur, monsieur. Et puis, il mange un fruit et là, tout va bien. Alors, les gens se précipitent sur la moitié de l'arbre et dévorent tous les fruits. Et voilà que bien sûr tout le monde est content, puisqu'on a trouvé l'arbre le bon, hein, le bon arbre. Et puis il y a toujours des esprits soucieux du bien-être de tous qui disent, écoutez, il se pourrait bien qu'un enfant qui fait pas attention, ou quelqu'un d'un peu distrait, prenne des fruits de l'autre côté de l'arbre, et donc il va mourir, donc c'est quand même dangereux. Il faut s'intéresser à la sécurité de nos membres et tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on coupe la moitié de l'arbre qui est pas bon, quoi. Comme ça, il n'y a plus de danger. Alors c'est ce qu'ils font, ils coupent la moitié de l'arbre qui est pas bon, et en effet, il n'y a plus de danger. Mais l'arbre meurt. Et ouais. Alors voilà une belle histoire. Ouais, c'est très très beau. On a besoin des deux. La question, c'est la différenciation. Mais sans perdre la question de l'unité. Oui, c'est ça, c'était le mot qui allait me venir. C'est la question de l'unité aussi. Voilà. C'est comment tu conserves ça ou comment tu le... Pour moi, personnellement, il y a quand même aussi un chemin autour de ça. C'est comment est-ce que tu, à un moment donné, tu te rassembles. Et je pensais, parce qu'on arrive sur la fin de cet entretien, pour les gens qui nous écoutent et peut-être que ceux qui ont aussi envie de se relier plus au vivant en eux et autour d'eux, tu parlais hier ou avant-hier de cette force de redressement. Par où on commence? Qu'est-ce que toi tu peux partager, conseiller ou livrer? C'est la question des lois fondamentales. Le support, ce sont les lois fondamentales. Par exemple, la gravité, c'est une loi fondamentale. On ne peut pas se passer de la Terre. Donc, après, c'est basique. On ne peut pas se passer de la Terre, donc évitons de la tuer. C'est toujours cet arbre du bien et du mal. Il y a des lois. La gravité nous redresse. C'est parce qu'il y a cette attraction terrestre qu'on peut s'ériger à partir de l'attraction terrestre. Mais pas que. Il y a le ciel et le soleil. Regarde les arbres, ils poussent depuis la canopée. La canopée est attirée par la lumière. Et donc, parce qu'elle est attirée par la lumière, elle doit construire des racines solides pour garder l'équilibre. Alors nous, plutôt que de vouloir s'enraciner, nous ne sommes pas des végétaux. On peut éventuellement s'ancrer momentanément pour lever l'ancre et partir. Bon, on va plutôt, si on peut répondre à une aspiration de connaissance, c'est-à-dire vers la lumière, on va de fait avoir besoin de racines solides. Alors les racines, c'est bien sûr, c'est physiquement nos jambes, etc. Ça passe par une connaissance physique, parce que la physicalité est porteuse d'un sentiment de confiance, de sécurité dont on a besoin pour aller vers l'inconnu. Mais nos racines, c'est aussi les peuples, les sagesses ancestrales, les connaissances scientifiques, c'est-à-dire les langues, c'est-à-dire tout le savoir humain. Alors bien sûr, dans une seule vie, ça suffit pas, mais on peut chacun faire son chemin, et il va être très beau parce que, comme les chamans, on aura besoin des autres qui savent autre chose, mais qui viennent compléter. Donc, allons nous enraciner dans le savoir et non pas dans le divertissement. Ça, c'est Pascal, Blaise Pascal, il en parle. Allons nous enraciner et nous ancrer dans les savoirs humains, continuons à questionner, continuons à différencier et trouvons cette unité dans la différenciation, cette unité qui n'est pas la fusion. L'unité, c'est l'ensemble complexe. Voilà. Donc, c'est une unité qui est faite de fractales, qui est faite de plein de petites briques qui se coordonnent les unes avec les autres et nous, on n'en finit pas à la fois d'aller voir les détails, mais sans perdre la sensation et l'intuition de cette globalité, de cette unité, et en préservant l'équilibre. Préserver l'équilibre, ça veut dire osciller, l'oscillation, le jeu de la balançoire. On oscille dans un mouvement, donc c'est aussi l'ondulation, on oscille de droite, de gauche, de haut en bas, autour de ce point d'équilibre, de manière à préserver une vision globale. Et ça peut prendre toutes les formes possibles. On peut commencer par la cuisine, on peut commencer par le jardinage, on peut commencer par la science politique, on peut commencer où on veut, puisque tout ça est en lien, en fait. Garder une forme aussi comme tu dis, de fluidité, qui fait que c'est pas rigidifié et qu'il y a toujours du mouvement, quoi. Quelque chose de permanent. Que c'est pas cloisonné. Pas cloisonné. Même si parfois, on doit en effet plonger très profondément dans une matière pour essayer de l'appréhender. Mais une matière, on va dire, une matière scientifique, une matière de connaissance qui est vivante, elle est inévitablement à la fois très concentrée sur elle-même et très ouverte au reste. Elle peut pas être séparée du reste. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Pour terminer, pour les gens qui nous écoutent, peut-être nous dire ce que tu proposes comme transmission, pour ceux qui auraient envie de te rejoindre sous une forme ou sous une autre. Moi, aujourd'hui, le principal pour moi, c'est de continuer à chercher et à pratiquer. Donc, en fait, je propose ma pratique
à partager ma pratique. Je me vois pas du tout comme un professeur, parce que les gens qui viennent depuis là où ils sont sollicitent un certain échange. Donc je continue à pratiquer moi tous les jours vraiment parce que ça me nourrit, je suis au contact du vivant vraiment et je le partage avec les gens dans la forme qui correspond aux gens qui sont là. Donc je fais jamais 2 fois le même stage. C'est toujours un groupe différent, donc c'est toujours une expérience particulière dans laquelle je plonge avec beaucoup d'émerveillement en fait, hein, beaucoup d'enchantement. Donc plus formellement, ça peut prendre la forme, on va dire, de la danse. Alors l'étude du mouvement, l'étude des lois du mouvement, comment à la fois mieux les approcher, mais mieux s'y abandonner. Donc, inévitablement, c'est une étude philosophique, une étude moi, je m'appuie toujours sur des connaissances, hein, que ce soit celle du bouddhisme, de l'hindouisme, de la philosophie occidentale, des neurosciences, de l'anatomie, ou d'autres sciences. Ça peut être la science des forêts, justement, l'agronomie et tout ça, selon les moments. Hein. Donc, on va aussi beaucoup pratiquer dehors. J'adore quand c'est possible aller même la nuit, pratiquer la nuit dehors et tout ça. C'est chouette ça, parce que oui, donc rappelons que tu vis dans le Lot. Ouais, je vis dans la forêt et donc c'est une grande chance ça. Hein. Et puis par ailleurs, j'ai la mission de transmettre le bouddhisme zen. Alors le bouddhisme zen, on va dire sa partie très japonaise, je suis pas très sensible à ça, mais par contre la partie méditation, c'est-à-dire comment on peut, depuis une posture tout à fait simple, peu à peu, par une étude très fine de la conscience, développer un être là qui est complexe, ça c'est vraiment formidable. Hein. Surtout qu'on a été précédé par des générations, pendant des milliers d'années, de générations de gens qui ont passé leur vie à chercher, à élaborer. Et au contact de cultures et de langues comme le sanskrit en l'Inde ou le chinois, qui sont des langues et des cultures extrêmement subtiles, quoi. Donc ça, je le transmets dans le cadre du zen. Hein. Voilà, j'invite les gens, j'ai un studio chez moi, comme tu l'as pu le constater, et donc j'invite les gens à venir pratiquer là de temps en temps. Super, et donc toutes les informations on peut retrouver sur la page Facebook de la compagnie Robinson ou sinon te contacter aussi par mail et ça peut passer via moi pour les gens qui seraient intéressés, qui auraient écouté ce podcast. En tout cas, un grand merci pour ce temps et puis pour tous ces partages très riches. J'ai la sensation qu'on aurait pu faire 6 épisodes, quelque chose de très long parce que tu as tellement à partager, mais voilà, on a eu un condensé et c'était parfait comme ça. Un grand merci pour ton temps. Merci beaucoup à toi, Claire. Thank you.